Le cap des troisièmes consultations électorales fixées en décembre prochain reste donc maintenu. Et notre engagement à respecter la Constitution demeure lui aussi non équivoque. Il s'agit pour nous d'abord d'honorer le sens de notre lutte, ce pourquoi nous nous sommes tant sacrifiés, avec tant d'autres compagnons, tombés sur le champ d'honneur et à savoir redonner la parole longtemps confisquée à notre peuple et libérer ses énergies en vue de rebâtir un pays souverain et indépendant. Bon dimanche à tous. À la une de ce journal du dimanche 9 décembre 2018, cette importante réunion entre la centrale électorale et une délégation de la SADC, réunion qui annonce le déploiement dans les jours qui suivent des observateurs électoraux de la SADC sur l'ensemble du territoire national. On fait le point tout de suite dans ce journal. Vers une solution durable dans la capitale, un protocole d'accord vient d'être signé entre les ministères de l'économie, l'exécutif provincial et la régie des eaux. Les contenus de ces protocoles d'accord en images dans ces journaux. Bienvenue à tous. Après un séjour de travail dans les provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika où il a inauguré quelques ouvrages, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a regagné Kinshasa. Les retours du chef de l'État en images dans ses commentaires. Au samedi 8 décembre 2018, il était 12h15, heure locale. L'avion présidentiel en provenance de Kalemi a percé le ciel bleu nuageux tout en survolant l'aéroport international de Ndjili. C'est Kinshasa, la capitale de la RDC, baignant dans une atmosphère de tranquillité totale et le drapeau tricolore flotte au gré du vent. L'avion qui a amorcé son atterrissage en douceur s'est posé sur la piste en un clin d'œil. C'est le retour dans la capitale du président Joseph Kabila Kabange après une semaine de travail au Tanganyika et dans le Haut-Katanga. Après qu'il est arrivé à bord de sa 4x4, le chef de l'État, en tenue relaxe, vert foncé, s'est dirigé vers les cœurs de la ville, pleine de vitalité et toujours imprégnée de climat de paix, de cohésion et de quiétude, fruit de la stabilité des institutions. Avant son retour à Kinshasa, il pleuvait sur Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, rafraîchi. Et à l'aéroport, il pluvinait encore, et des gouttes d'eau perlaient sur le visage radieux de toute la délégation. Le gouverneur de province Ngoï Kitangala a raccompagné le chef de l'État au pied de l'avion, mission bien accomplie pour le père de la nation. Merci Jacques Moukaleng Makal pour ces reportages. Sur place dans la province du Tanganyika, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a visité quelques chantiers, parmi lesquels celui d'un grand centre hospitalier à Kalemi. Le domaine de la santé est une priorité pour le chef de l'État. Vendredi 7 décembre 2018, en lisière du centre-ville de Kalemi, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a inspecté le chantier de l'hôpital de l'Espoir dans la commune de Lukuga. Posant son regard sur ce site où s'érige depuis bientôt 8 mois, cette structure médicale à vocation internationale, le chef de l'État a tenu à encourager les travailleurs à rivaliser d'ardeur pour que l'ouvrage soit achevé comme prévu au mois de mars de l'année prochaine. L'hôpital de l'Espoir, d'une capacité de 88 lits, une fois terminé, accueillera bon nombre de patients qui proviendront de divers horizons, tels la province du Tanganyika et des contrées voisines, en proie aux problèmes de soins médicaux. Et quand vous voyez le maître d'ouvrage venir auprès de vous, et pour vous rendre visite, c'est plus important pour nous. Donc, on était très joyeux de le voir ici sur site. Ce chantier, on l'a commencé au mois d'avril et on a commencé par les terrassements parce que les terrains qu'on nous a octroyés, c'était un terrain qui était en pente, une forte pente. On a fait une dénivellation au moins de 2 mètres de décapage. Donc, ça nous a pris un peu de temps. Mais vu qu'on avait l'urgence d'évoluer, on évoluait lentement. Donc, quand on nous dégage, on nous terrasse
quelques 100 mètres, nous on commence les implantations. Donc, on a commencé par les terrassements et puis les implantations. Puis nous sommes passés par nos fondations. Nos fondations étaient à faux puits. Nous avons fait une fondation avec des faux puits sur laquelle nous avons fait les armatures d'attente, nous avons reposé nos poutres là-dessus et enfin nous avons coulé la dalle. Et sur cette dalle, nous avons placé des plaques d'ancrage pour accueillir la structure métallique. Cet hôpital a été étudié pour répondre à des besoins spécifiques pour pratiquement épouser l'ensemble des cas pathologiques qui peuvent se poser au niveau de la région. Nous avons prévu, en collaboration avec des hôpitaux étrangers, de prendre en charge une partie des médecins qui vont travailler dans cet hôpital. Pour se familiariser avec tous les équipements et toutes les structures. Et en plus de ça, on cherche à instaurer un climat de confiance et d'échange entre les hôpitaux européens et cet hôpital de l'Espoir. Ayant terminé la visite, le président est parti du chantier satisfait de la qualité des travaux. Dans la même province, Joseph Kabila Kabange a réuni les notables des Tanganyika pour évoquer des questions majeures liées au développement de cette partie du pays, mais aussi les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était autour de 11 heures lorsque le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a fait son entrée dans le chapiteau Tamani du gouvernorat de province, à Kalemi, où l'attendait toute la notabilité du Tanganyika ce vendredi 7 décembre 2018. Il était question pour le président de la République de communiquer avec ses frères sur l'irréversibilité de la tenue des élections prévues le 23 décembre prochain. C'est un message qui a été bien capté par l'électorat du Tanganyika qui est déterminé à s'en approprier. Pour ce qui est de la sécurité, le chef de l'État a recommandé à la population de Kalemi de contribuer à la sauvegarde de la paix et de soutenir les forces de l'ordre. La question de la paix et du développement concerne tout le monde, a dit le chef de l'État. Et pour terminer, le président de la République a rappelé à toutes les communautés de cohabiter pacifiquement et de privilégier la concorde. Après cette séance, certains leaders communautaires se sont exprimés. Le Raïs a assuré que c'est dans des conditions adéquates que les élections se feront. Donc toute la jeunesse massivement, elle est représentée et elle votera. Parce que la jeunesse du Tanganyika n'est pas n'importe quelle jeunesse. Croyez-en que le camarade Chadari a de quoi se frotter le main. D'ici quelques semaines, conviendrez avec moi que le Tanganyika va amener le candidat Chadari à plus de 100% si vous le permettez. C'est lui notre président. Et après tout, nous devons être derrière lui et derrière son choix. Et nous sommes derrière Emmanuel Chadari. Nous allons voter pour lui à 100% le chef et mon fils. La jeunesse du chef de l'État, ce que j'ai retenu est que la construction de la province du Tanganyika, la sécurité de cette province, c'est la seule des pays. Et que les élections qu'elles sont en train de préparer, donc nous devons le faire avec conscience et voter ici. Voter les candidats de l'État. Au final, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a offert un repas à ses hôtes, lui mettant social, signe qui invite à la cohésion et à la cohabitation. Comme annoncé en l'ouverture de ces journaux, les observateurs électoraux de la SADC seront déployés dans l'ensemble des bureaux de vote, mais en amont, ils suivront une formation dont les préparatifs ont fait l'objet d'une réunion technique entre le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelo, et une délégation de la SADC. Marcelin Monanteba nous en fait les comptes rendus. L'exécution correcte du calendrier électoral, marquée par ailleurs par la bonne évolution des préparatifs des opérations électorales en perspective de la tenue des scrutins combinés du 23 décembre 2018 en RDC. Toutes ces questions, évidemment, et bien d'autres ont fait l'objet de la réunion technique ce dimanche 9 décembre entre le président de la CENI, Corneille Nangaa, et une délégation de la mission d'observation électorale de la SADC. Il était également question d'une préparation minutieuse de la formation des observateurs électoraux de la SADC, censée mener une mission impartiale sur le terrain en vue de crédibiliser le processus électoral en cours en RDC. Ce qui me passe en tête, c'est que je vous dis que nous sommes à 14 jours des élections. Les préparatifs techniques sont en cours. Comme dans tout processus électoral, nous avions des activités pré-électorales.
Nous sommes en pleine activité électorale et à partir du 23, nous allons entamer les activités post-électorales. Dans un autre chapitre, tôt, c'est même dimanche 9 décembre 2018, cette fois-là au siège de la centrale électorale, le président de la CENI, Corneille Nangaa, conduit la réunion logistique opérationnelle pour évaluer ainsi l'état de déploiement du matériel électoral à travers les différentes provinces du pays. Ont été associés à cette rencontre le questeur adjoint Nadine Mishika Chishima et le secrétaire exécutif national, Maître Ronser Malonda. Corneille Nangaa s'est également assuré que tout se déroule normalement dans les différents ateliers pour la préparation de listes définitives des électeurs, mais également de l'atelier de l'empaquetage. Les paris du défi logistique en phase d'être gagnés par la CENI, contrairement à certaines informations diffusées par certains médias. La centrale électorale confirme cependant la tenue des scrutins pour ce 23 décembre 2018. Floribert Kinanga Moussachi pour d'autres détails. Depuis la publication le 5 novembre 2017 du calendrier électoral, le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelou, et les membres du bureau de l'institution ne se donnent aucun répit d'exécuter les tâches déclinées dans ce tableau de bord connu avec toutes les parties prenantes à partir des accords conclus. Aucune d'elles ne peut lui opposer ne pas connaître la succession des séquences reprises dans ce document stratégique. À la date d'aujourd'hui, le président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelou, ajuste son agenda quotidien à la supervision minutieuse de l'exécution ordonnée des tâches afin que chaque destination soit desservie en matériel logistique et en fiches d'administration ainsi qu'en imprimante du bulletin de vote in situ dite machine à voter. L'atelier d'impression des listes définitives des électeurs s'occupe aussi bien du tri, du brochage que de la vérification de la qualité des impressions, ainsi que des étiquetages des enveloppes selon la destination qui seront chacune desservies par les moyens logistiques appropriés à partir de différents hubs. Et toutes ces dispositions logistiques ont toujours été partagées à chaque avancée du processus électoral avec les parties prenantes dont les comités de liaison et des cadres de concertation. Photocopie des cartes, par exemple. Les photos, on a vraiment appris comme les procédures et les mesures d'application exigent pour faciliter les acteurs politiques. Il faut qu'il y ait, pour la CENI, nous souhaitons qu'il y ait des témoins dans tous les pays. Plusieurs témoins à chaque bureau de vote, plusieurs observateurs à chaque bureau de vote, et la présence des électeurs. Ce n'est pas le 22 décembre qu'il faut venir au bureau de la CENI pour chercher l'accréditation, non. Le 22 décembre, les témoins auront déjà leur macaron, leur badge de l'accréditation et ils seront au site de vote. Vérifier ensemble avec les agents électoraux, les membres du bureau de vote, l'effectivité de la présence de tous les matériels, tous les équipements et tous les documents électoraux du travail. Et un communiqué avant de poursuivre ces journaux, la Commission électorale nationale indépendante CENI rappelle à l'opinion nationale et internationale que, conformément à son communiqué de presse du 7 novembre 2018, l'accréditation des observateurs nationaux et internationaux ainsi que des journalistes nationaux et internationaux prend fin le 10 décembre 2018. La CENI rappelle que les demandes d'accréditation des observateurs et journalistes nationaux sont à adresser aux antennes et secrétariats exécutif provincial du ressort du lieu d'accréditation et pour les observateurs et journalistes internationaux au secrétariat exécutif national de la CENI. Après le lundi 10 décembre 2018, aucune nouvelle demande d'accréditation ne sera reçue. Les retraits des derniers badges d'accréditation des observateurs et journalistes auprès des secrétariats exécutifs provinciaux et antennes de la CENI pour la demande reçue les derniers jours, le 10 décembre 2018, sera effectué dès leur établissement. Chaque observateur ou journaliste accrédité doit bien conserver son badge car aucun duplicata ne sera accordé. Quant aux témoins des candidats, la CENI rappelle que leur accréditation se poursuivra jusqu'au 22 décembre 2018 et ils doivent être choisis obligatoirement parmi les électeurs
inscrits sur la liste électorale de la circonscription dès leur affectation. La CENI se réserve le droit de rejeter les demandes d'accréditation des témoins qui ne tiennent pas compte de cette disposition. Enfin, la CENI rappelle des mesures d'assouplissement des conditions d'accréditation des observateurs nationaux et des témoins prises consistant à ne plus rendre obligatoire les dépôts de la photo passeport et de la photocopie de la carte d'électeur de chaque accrédité faite à Kinshasa le 8 décembre 2018. Ce communiqué est signé par Jean-Pierre Kalamba Mulumbanga Lula, rapporteur de la CENI. Enfin, un mécanisme efficace pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Les ministres de l'économie nationale, Joseph Kapika, les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, André Kimbutayango, et le directeur général de la Régie des eaux viennent de signer un protocole d'accord qui porte la taxe d'assainissement incorporée dans les relevés des consommations mensuelles de la Régie des eaux. Lisette Mujinga Mutombo nous décrit les contours de ces protocoles d'accord. La ville-province Kinshasa et la Régie des eaux viennent de signer un protocole d'accord portant sur la taxe d'assainissement qui devra désormais être incorporée dans les factures mensuelles des consommations d'eau. La signature de ces documents est intervenue au cabinet du ministre national en charge de l'économie, Joseph Kapika. La Régie des eaux s'engage à travers cet accord à rétrocéder mensuellement à la ville de Kinshasa les 10% de ses recettes mensuelles. Il s'agit d'une somme évaluée à 150 000 $ américains que le gouvernement provincial de Kinshasa devra affecter aux travaux d'assainissement de la capitale. Le gouverneur André Kimbutayango a profité de la signature de cet accord pour appeler les Kinois à s'approprier cette nouvelle expérience de civisme fiscal dont le but est d'assainir leur environnement. C'est ce que nous allons laisser aux générations futures, puisque la Régie des eaux doit se développer. Nous devons l'accompagner pour ça. La Régie des eaux doit servir toute la population quinoise. Si toute la population quinoise est servie, et si toute cette population paye la facture de la Régie des eaux, progressivement, on va aller au-delà de ces 150 000. Et le ministre national en charge de l'économie a également abondé dans le même sens, appelant la population à comprendre le pourquoi de cette taxe d'assainissement qui risque d'être perçue comme une charge de plus sur les Kinois. Il a également été renchéri par le directeur général de la Régie des eaux qui fait comprendre à la population que plus l'eau est salie, plus son entreprise dépense beaucoup d'argent pour rendre cette eau potable. Les retombées économiques du port sec des Kasumbalesa dans les Hauts-Katanga, c'est là, en substance, les sujets évoqués au cours d'une émission spéciale que vous suivrez après ce journal, un numéro spécial qui a reçu les directeurs généraux de l'OGFREM, Patient Saïba Tamboué. En voici un extrait. L'OGFREM signifie Office de gestion du fret multimodal. Et rien que par son nom, vous pouvez bien vous imaginer déjà ces missions. L'OGFREM est chargé de gérer tout fret généré par l'économie congolaise, à l'importation comme à l'exportation. Il y a un projet, celui du port sec de Kasumbalesa. Vous avez déplacé tout un monde. Est-ce qu'on peut placer un mot à ce sujet? Le port sec de Kasumbalesa est pour l'OGFREM, c'est que Inga est pour la République démocratique du Congo. L'économie de la République démocratique du Congo est tributaire des pays avec littoral, parce que nous n'avons pas de littoral au niveau de l'Est et du Sud du pays. Ce qui fait que nous sommes obligés d'utiliser des ports comme Mombasa, Dar es Salaam, Nakala, Beira, Walvis Bay. Le port sec de Kasumbalesa sera exactement le prolongement de tous ces ports. Ce qui veut dire que les importateurs de la République démocratique du Congo dans la partie sud du pays pourront être en mesure de pouvoir importer SIF Kasumbalesa. Le port sec de Kasumbalesa, ce sera un hub. Vous avez bien dit. Et un hub, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Il constitue entre autres comme avantage le développement de la contrée. La République démocratique du Congo continue d'affiner sa politique en matière de promotion des petites et moyennes entreprises. PricewaterhouseCoopers est l'une de ces PME qui s'affirme dans les pays et qui vient d'ouvrir ses bureaux dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Et Dichala pour les détails. C'était en présence d'un parterre d'invités choisis à la volée, dont les principaux tenants des entreprises minières, des services et des entreprises étatiques et para-étatiques.
Le représentant du bureau de PricewaterhouseCoopers, Jean-Jacques Mukula, a d'emblée remercié tous ses partenaires présents à la cérémonie, ceux qui se sont excusés, ainsi que ceux qui seront ses partenaires demain. PwC, c'est une entreprise de services professionnels, intellectuels, et PwC a une longue histoire avec la RDC. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nos convictions par rapport à l'avenir que nous avons, la foi que nous avons dans le développement économique de ce pays, nous poussent à faire des investissements auxquels vous faites référence, donc de gros investissements que nous faisons dans de nouvel espace de travail conforme à nos standards internationaux. Pour sa part, Madame Tinen Nadine, présidente de PricewaterhouseCoopers pour l'Afrique, a parlé de l'ambition africaine et congolaise de son entreprise. PwC en AFSS, c'est la traduction même de la raison d'être de PwC, construire la confiance dans la société et résoudre les problèmes importants. Chez PwC, cela prend tout son sens en Afrique et en Afrique francophone également. Bien entendu, elle a encouragé les responsables du bureau de Lubumbashi pour ces initiatives qui visent à porter haut l'étendard de PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers est installé en République démocratique du Congo depuis 41 ans et compte y demeurer à jamais. Des efforts sont consentis au niveau des entités territoriales décentralisées dans la lutte contre le VIH-Sida, à l'image de ces focus sur la ville de Kikwit, dans la province du Kwilu. Suivez. La RDC atteindra-t-elle d'ici 2 ans une couverture maximale du dépistage par la connaissance des statuts sérologiques, de l'accès aux soins et du traitement? Le cas de la province de Kwilu. Sur 24 zones de santé, 4 zones de santé n'ont jamais intégré les paquets VIH. Le seul problème qu'il y a dans la province du Kwilu, c'est le fait que ce programme n'est pas intégré dans 4 zones de santé sur les 24. Donc ça, c'est vraiment un problème réel. Je sais qu'à l'heure actuelle, les gens ne peuvent pas comprendre qu'une zone de santé ne puisse pas intégrer les paquets VIH. Or, si nous voulons vraiment parler de l'élimination de cette maladie un jour, il faudra que les gens connaissent leur statut sérologique. Et nous ne croisons pas les bras. Voilà pourquoi au niveau de la province, nous avons pensé instaurer les fonds provinciaux pour la promotion de la santé, où il y a un grand volet de lutte contre les VIH et SIDA. Donc nous récoltons des fonds de façon innovante pour permettre à ce que des actions concrètes soient adressées par rapport à la lutte contre les VIH. Quels sont les avantages liés à la connaissance de son propre statut sérologique? La culture peut-elle être comme un obstacle à cette démarche? Ça, déjà test sida. Nazaki na ba fièvre na ke na centre de santé ba suggérer nga ba lobi est-ce que vraiment to ko ça la test ya sida na bi oui. Est-ce que vous avez un parce que vous avez prélevé après quelques minutes, vous avez un résultat, oui, vraiment, vous avez un côté, santé, vous avez bien, vous avez vraiment bien. Nous avons l'occasion de faire un centre pour nous faire ce test de sida. Sida est allié, et ça fait qu'il y a hasard, mais sida est allié, bon, marque. Ok, mais dans le centre, tout ça, ça va test de sida pour nous assurance à vie, nous avons santé, tango bando sala ngande na zaina voyage na mwana tango na ina reta bona kuti da ba jango bando sala ona de asi paquet déjà conseil na opesa bande konanga ba ke salsa examen on est très nécessaire pour na wa beta santé na wa zande ni tango sokoza na mu no yiba te ke ozana mu. La génération sans sida en RDC, prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, passe par l'élimination de cette pandémie d'ici 2030. Pour y arriver, 90% des personnes doivent se faire dépister, 90% de ces personnes dépistées doivent accéder aux ARV et 90% de ces personnes doivent voir leur charge virale indétectable dans le sang. Si on doit projeter, on estime qu'environ 15 à 20% de la population du Kwilu n'a même pas accès aux services de lutte contre les VIH-Sida. Et dans les 80 ou 85% restants, ce n'est pas aussi tout le monde. Parce que quand on parle de la couverture au niveau de la zone de santé, comme le dit le ministère de la Santé au niveau national, ça doit être une couverture universelle. Ce qui n'est pas le cas dans le Kwilu.
Nous nous battons et avec notre assemblée provinciale, nous nous sommes mis d'accord pour que ces fonds puissent effectivement nous aider à booster la lutte contre le VIH-Sida dans notre province. Zéro discrimination, zéro décès lié au VIH-Sida, zéro nouvelle infection, c'est possible. Si et seulement si l'on connaît son statut, l'on accède aux ARV, les traitements est gratuit ou l'on utilise correctement les préservatifs et l'on s'abstient ou l'on est fidèle à son partenaire. C'est un fléau qui ruine les économies et porte un coup dur aux efforts de développement. La CNDH lance une campagne nationale de lutte contre la corruption. Les détails dans ses commentaires d'Augustin Ramazani Moulanda. Aujourd'hui, le 9 décembre, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre la corruption. La République démocratique du Congo est le 6 juin au reste du monde. Le thème choisi pour cette année s'intitule donc « Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». La célébration de la journée a eu lieu à l'hôtel Pullman ce samedi 8 décembre, sous le haut patronage du gouvernement congolais. À cette occasion, la Commission nationale des droits de l'homme et le collectif des acteurs non étatiques des droits de l'homme ont lancé un plaidoyer qui porte sur la lutte contre la corruption et le renforcement de la redevabilité des institutions de la justice en RDC. Et puis Maître Mouchikonke, président du CNDH, a lancé une campagne nationale de lutte contre la corruption. La corruption, à notre entendement comme Commission nationale des droits de l'homme, est cette clé qui ouvre toutes sortes de violations des droits de l'homme. Avec la corruption, il n'y a pas de bonne école, donc le droit social est entamé. Corruption, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir demander à quelqu'un de faire ou de ne pas faire quelque chose moyennant une promesse financière ou un présent qu'on peut remettre à quelqu'un afin qu'il abandonne son devoir, qu'il ne dise pas la vérité. Aucun pays ne peut se développer s'il ne parvient pas à lutter contre la corruption. Et dans le district de Tchangou, la fièvre monte et les nombreux militants du Front commun pour le Congo ont répondu à l'appel du gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, et Marie-Ange Lukiana Mufankolo, coordonnatrice au sein de cette méga-plateforme. Un seul message à retenir, le choix du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Chadari. Guy Blaise Kitiki et Moke Maluma ont signé ces reportages. Un dimanche 9 décembre, pas comme les autres, le Front commun pour le Congo, coordination de Tchangou par Marie-Ange Lukiana Mufankolo, a mobilisé, mieux a fait le rappel des troupes au terrain municipal. Tout Tchangou n'a pas pu y accéder plein comme un œuf. André Kimbuta, Maman Ange Lukiana et tous les cadres de FCC Kinshasa ont répondu présent à cet appel. Un seul message, le candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Chadari. La coordinatrice en charge de mobilisation, l'honorable Marie-Ange Lukiana Mufankolo, a dit toute sa satisfaction du fait que son appel a été entendu. Cela prouve à suffisance que le 13 décembre, jour du scrutin, le candidat numéro 13 sera au rendez-vous. Peu avant la prise de la parole de la coordination ville de Kinshasa incarnée par le gouverneur André Kimbuta, une motion de soutien au chef de l'État Joseph Kabila Kabange a été lue. Étant donné la pertinence du programme présenté par Ramazani Chadari, candidat FCC au présidentiel, proclamons nos félicitations et notre soutien indéfectible au président Joseph Kabila Kabange. Puis vint qui a dit aux fils et filles de Tchangou de donner leur voix. Le candidat FCC Tchangou qui ont été tous présentés. Mais aussi et surtout, pour terminer, le numéro 1 de FCC Kimbuta a exhorté aux uns et aux autres de voter le candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Chadari, pour poursuivre le programme du social initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Certains candidats s'illustrent par des actions sociales pour établir un lien avec la base. Émilie Machokomachi Apewali, candidate au législatif district de Funa, a remis un lot de produits pharmaceutiques et des équipements pour la chirurgie à la formation médicale. Maman Pamela, située sur les avenues Opala et Birmanie dans la commune de Kasavubu, Lisette Mujinga Mutombo et Thomas Bassilois étaient sur place. Dans
son programme d'action pour son élection le 23 décembre prochain, comme député national, la santé pour tous et avec tous figure en bonne position. Pour ce faire, la candidate numéro 354 du district de la Funa, qui comprend les communes de Kalamou, Kasavubu, Bumbu, Makala, Selembao, Ngiringiri et Bandalungwa, Émilie Machoko Machi Apewali, est descendue personnellement sur le terrain à Kasavubu pour remettre un lot de médicaments, quelques matériels et équipements pour la chirurgie à la formation médicale Mama Pamela, située sur l'avenue Opala. Natif de Kasavubu, Émilie Machoko Machi Apewali a également construit des locaux au sein de ces centres hospitaliers pour accueillir les malades et aussi leur repos. Ce geste a suscité la grande satisfaction de la population de Kasavubu, surtout du médecin directeur Matei Moju et tout le personnel. Femme leader, pleine d'énergie, dotée d'un bagage intellectuel et pleine d'amour de son prochain, Émilie Machoko Machi Apewali ne gire que par le bien-être de la population du district de la Funa. Pour me permettre de réaliser ce projet, le projet présenté par le centre, j'ai besoin de vous, de vos voix. Votez nombreux Maman Machoko au numéro 354. Vous ne serez pas déçus. Fille de Kasavubu, commissaire des zones honoraires, député provincial du MLC, élu de Kasavubu. Sacré, Émilie Machoko Machi Apewali. Elle porte le numéro 203, Victoire Mugalu, candidate à la députation provinciale, circonscription des Lukunga, a mobilisé son électorat potentiel autour de sa candidature. Les moments forts de cette rencontre dans ses commentaires de Cédric Enina sur les images de Mokeluma. Pour un siège à la députation provinciale ville de Kinshasa. Victoire Tumba Binti Mugalu, candidate à la circonscription électorale de Lukunga, identifiant numéro 203, s'est entretenue avec sa base. Des échanges sur sa vision dans le développement de Lukunga, de son rôle en tant que députée provinciale une fois élue, la candidate numéro 203, qui a demandé le suffrage de Tungaliema, a promis de s'investir, comme elle a toujours fait, dans la formation de jeunes. Je demande à ma base et à tous les électeurs qui me suivent actuellement à la télé de me donner une chance pour parler en leur faveur. Mon projet par rapport à la commune de Ngaliema, c'est extendre la formation parce que je suis du domaine. Je veux donner la chance à tout le monde, aux jeunes, aux mamans, aux papas qui ne connaissent pas des métiers et j'ai envie de leur apprendre des métiers. Message reçu avec enthousiasme et qui annonce une éventuelle élection au niveau provincial de la candidate 203 de Lukunga, Victoire Mugalu. L'ère de la campagne électorale souffle également dans les Sankourou à Lodja, chef-lieu des provinces. C'est Lambert Mende Omalanga à mobiliser les foules autour de la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadari. Cédric Kenina. Accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur de la province du Sankourou, Bertrand Dolungu, Lambert Mende Malanga s'est fait accompagner par les habitants de Lodja qui n'ont Dieu que pour le numéro 49 à la députation nationale, circonscription électorale de Lodja. Ce mouvement de masse a eu un effet d'entraînement inattendu. Lambert Mende Malanga, dans son traditionnel verbe, cette fois en langue locale, a appelé les habitants à voter utile, à voter la défense de la patrie, à voter pour un Congo qui ne sera jamais sous le joug de l'impérialisme. Et le bulletin de vote doit avoir la mention du moins le numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari, issu de la lignée des nationalistes purs de la gauche, pour poursuivre avec brio l'œuvre de la reconstruction lancée par Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie. Et pour la population venue nombreuse, le numéro 49, identifiant de Lambert Mende Malanga, est inscrit devant chaque maison de Lodja. Et il ne fait l'ombre d'aucun doute, c'est l'homme du peuple, comme l'atteste cette affaire. Des images surréalistes de foule tout au long du passage du candidat numéro 13 du Front commun pour le Congo à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari. Le ticket FCC a démontré à l'opinion nationale et internationale sa grande capacité de mobilisation des masses, comme l'atteste si bien son arrivée à Kenge dans les Kwango. Suivez.
Jour pour jour, Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du Front commun pour le Congo, vient de totaliser 10 provinces parcourues en moins de 15 jours pour battre sa campagne. Ce dimanche 9 décembre 2018, c'était le tour de la province du Kwango de les recevoir dans la soirée. Accueillis par les gouverneurs des provinces du Kwango, les députés et membres du gouvernement, ainsi que les cadres d'entreprise du coin venus de Kinshasa, sans oublier les autorités locales, Emmanuel Ramazani Shadari s'est tapé un bain de foule sur 7 km à pied avec la population jusqu'au lieu du meeting. Parmi les promesses électorales pour lesquelles Emmanuel Ramazani Shadari, candidat numéro 13, a sollicité les suffrages des habitants du Kwango, il y a lieu d'évoquer un bac à mettre sur la rivière Kwango, la poursuite des travaux de la nationale numéro 16, l'électricité attirée du parc agro-industriel de Bukangalonzo pour éclairer Kenge et ses environs, les emplois des jeunes et la gratuité de l'enseignement primaire, la construction d'un grand stade, la lutte contre la corruption. Mais comme tout candidat sérieux en campagne, dans sa jubière, pour le Kwangolais, Emmanuel Ramazani Shadari a amené une camionnette toute neuve pour les services de l'État, des instruments de musique pour les jeunes, des produits pharmaceutiques pour les hôpitaux de la province et un émetteur radio communautaire dénommé Radio 13. Emmanuel Ramazani Shadari, candidat numéro 13, a invité la jeunesse à s'approprier le processus électoral et à protéger les patrimoines de la CENI. Pour rappel, le candidat du Front commun pour le Congo a déjà été au contact direct avec des millions d'électeurs dans les Haut-Katanga, Olomami, Lualaba, Tanganyika, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Mongala, Chouapa, Équateur et Kwango. S'il faut compter les Kassai orientales où il a fait un stade plein comme dans la ville, province de Kinshasa, les calculs du nombre des provinces peut être revu à la hausse. Un autre communiqué de la CENI avant de boucler complètement ces journaux, la Commission électorale nationale indépendante CENI porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, conformément à l'article 59 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées par la loi du 25 juin 2011, la loi du 12 février 2015 et la loi du 24 décembre 2017 et l'article 60 de la décision d'application de la loi électorale, les membres du bureau des votes et les dépouillements, les témoins et les observateurs nationaux, les membres et les cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante en mission des services sont admis à voter par dérogation dans les bureaux des votes et dépouillements où ils sont affectés. Ils doivent être munis de leur carte d'électeur et présenter, selon les cas, une carte d'accréditation ou un ordre d'émission. Les candidats, leurs conjoints et suppléants sont admis à voter dans leur circonscription électorale au bureau des votes de leur choix sur présentation de la copie du récépissé de la déclaration des candidatures. Les agents des carrières des services publics de l'État en mission, les épouses et enfants majeurs des militaires et des agents de la police nationale congolaise en mutation peuvent également voter par dérogation. Ils doivent être munis de leur carte d'électeur et présenter un ordre d'émission ou une feuille de route sur laquelle sont repris les noms de tous les enfants. Ils ne peuvent cependant être admis à la catégorie des votants par dérogation que s'ils se sont préalablement fait identifier à l'antenne de la Commission électorale nationale électorale du ressort au moins 15 jours avant le début du scrutin. Pour cela, tous les Congolais qui sont dans ces dernières catégories doivent se présenter au préalable au niveau des antennes munies de leur ordre d'émission ou de leur feuille de route dans les délais légaux pour identification. Dans ces cas, leurs noms doivent figurer sur une liste des votants par dérogation établie par les chefs d'antenne et rendue disponible au même moment que la liste électorale dans les bureaux des votes concernés en 3 exemplaires, dont un exemplaire pour l'affichage, un exemplaire pour le contrôle de l'identité des électeurs concernés et un exemplaire pour l'émargement. Dans tous les cas, les noms de tous
électeur admis à voter par dérogation est inscrit sur un registre des votes par dérogation. Après les votes, cet électeur y appose sa signature. Fait à Kinshasa, le 8 décembre 2018, ces communiqués portent la signature de Jean-Pierre Kalamba Moulumba Ngalula, rapporteur. C'est la fin de ce journal du dimanche sur la RTNC. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info continue sur la télévision nationale congolaise. Au revoir.